Bonjour à tous, émission numéro 35 de Tête à Clash qui commence aujourd'hui. Alors attention, parce que nous sommes enregistrés un mercredi, ce sera diffusé le vendredi, je dis ça parce que nous allons parler de nouveaux gouvernements. Mais en attendant, les invités sont Philippe Kersanti, qui est éditeur. Bonjour. La maison d'édition. Voilà. Ok, c'est le nom élu LR de Neuilly. Et voilà, élu LR de Neuilly. Et alors, un nouveau, qui s'appelle Arthur de Vatrigan, et qui est à l'Incorrect. Alors j'ai l'Incorrect ici, ça c'est le nouveau. Le voici, le voilà. Je vous le montre, mais normalement, il doit être incrusté quelque part comme ça. Et Arthur est Monsieur Cinéma. Exactement. Et autre chose, je crois que vous faites un peu de gestion à l'Incorrect. Voilà, on fait un peu de tout, quoi. C'est la Startup Nation de Macron, chacun fait tout. C'est vrai, vous êtes ultra macroniste. Ça m'avait pourtant échappé, mais bon. Ok. François Bert. Alors, François Bert, vous avez tellement de casquettes. En plus d'être un ancien militaire, vous avez une boîte qui fait du conseil. Du discernement, surtout. J'accompagne les dirigeants au discernement. Ok, voilà, très bien. Je manquais de discernement. Je suis abrité. Mais t'es pas un dirigeant. Oui, c'est vrai. Allez, les derniers. Il s'appelle Serge Federbusch. Ouais. Et Serge Federbusch est candidat à la mairie de Paris, messieurs, dames. Exactement. Et il m'a dit que les médias le maltraitaient. Donc ici, nous ne le maltraitons pas, puisque nous parlons de lui et de sa candidature. Merci. Mais de toute façon, vous prenez un peu d'avance, c'est tout. C'est vrai aussi, bientôt. C'est du discernement. Bientôt, ce sera partout. Ok, allez, sujet. Le sujet que nous avons choisi, c'est ce nouveau gouvernement qui se fait attendre. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, il paraît que ça n'intéresse pas les Français. Moi, ça me passionne. Je sais que ces hommes qui sont autour de la table sont pas mal intéressés par la chose politique et je me demande pourquoi ce gouvernement n'arrive pas. Il s'agit pourtant que de remplacer un ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Un homme qui a donné sa démission quasiment dans les médias. Et pourtant, ça ne se fait pas. Alors, qu'est-ce qui manque à Macron pour pouvoir former un gouvernement et qui nous fait lambiner depuis plus de 8 jours? Philippe, est-ce que vous avez un avis là-dessus? Alors, mon avis, c'est que Macron est en chute libre depuis le 17 juillet. C'est-à-dire que dans les sondages, vous voulez dire? Non, en chute libre. C'est-à-dire que le 15 juillet, la France gagne la Coupe du Monde. Il est l'homme de la victoire, il est l'homme qui a de la chance, à qui tout réussit. Et puis, 2 jours plus tard, le Canard... Enfin non, le site du Monde sort la vidéo de Benalla. Et depuis Benalla, ça va de mal en pis. On a une dégradation, on a tout un processus de couverture de Benalla par toute la Macronie. Ça a duré pendant des semaines pendant l'été, puis ensuite ça a été à la rentrée. Et je crois que c'est un château de cartes qui est en train de s'effondrer. C'est une théorie des dominos et on voit les dominos tomber les uns derrière les autres. Actuellement, Macron est en train de baisser très fort et la situation est simple, c'est qu'il y a les gens qui seraient les plus compétents pour aller dans ce gouvernement ont peur d'être emportés par le tsunami Benalla. Donc pour l'instant, les gens sont aux abris et il n'y a que des seconds couteaux qui sont prêts à y aller. Comme en plus, ils doivent faire des vérifications fiscales, comportementales, etc. Oui, mais on ne peut pas reprocher au gouvernement de vérifier la probité des futurs ministres. Naturellement, mais c'est-à-dire comme maintenant... Ça peut éviter quelque histoire. Bien sûr, mais on rajoute ça. Il faut vérifier qu'il n'y ait pas de doigt d'honneur sur des photos, des trucs comme ça qui pourraient être un peu fâcheux. Ouais. Voilà. Et donc, on voit cette dégradation. Donc, on est dans une situation assez étrange où personne n'a envie de rejoindre le navire. Arthur, vous être d'accord? Macron a perdu la main? Il est en chute libre? Ça vous paraît pas un peu excessif? Le problème principal pour le remaniement, c'est que c'est un remaniement qui est subi, c'est pas un remaniement qui est choisi. Donc déjà, ça change un peu la donne. C'est qu'il y a eu 2 départs de ministres, coup sur coup, dont un ministre de l'Intérieur. C'est pas un secrétariat d'État au vegan, quoi. 3 ministres d'État sont partis successivement. Hein, pour ceux qui ont oublié, Bayrou a été ministre de la Justice, ministre d'État. Hulot était ministre de l'écologie, ministre d'État. Et maintenant, Collomb s'en va, et lui aussi ministre d'État. Je crois que c'est inédit dans la Ve République. Hein. Possible, je connais pas trop tous les départs de ministres, mais en tout cas, Hulot et Collomb, qui sont des prises de guerre de Macron, qui partent comme ça, en plus avec le départ qu'ils ont fait, chacun de leur côté, c'était des départs quand même assez improbables et surprenants. Et donc là, c'est un ministre de l'Intérieur qu'il faut remplacer, avec le discours crépusculaire qui l'a sorti, donc ça fait pas rêver. Et c'est un ministère qui voit passer des secrets, qui s'occupe du terrorisme et qui s'occupe du découpage électoral. Donc il faut un type qui soit compétent, un type qui soit de confiance et un type qui soit politique.
quand on le subit comme ça, c'est normal que ça prenne quelques temps pour le remplacer, quoi. Alors c'est vrai, vous avez raison, il y a une tradition, le ministre de l'Intérieur est toujours un proche du président de la République, voire un meilleur ami, hein. Ça a été le cas du temps de Giscard d'Estaing avec Poniatowski, qui était vraiment un très proche de Giscard. Ça a été le cas avec Debré et Chirac. Hein, donc ce sont des gens qui sont très importants pour ou avec Baroin et Chirac, hein, c'est des gens qui sont très importants pour le président de la République. Est-ce que pour vous, Serge, par exemple, c'est la seule explication? Finalement, Macron a pas de copains. Finalement, Macron connaît personne. Finalement, j'exagère, mais En Marche, c'est un parti qui n'a pas de cadre suffisamment aguerri. Alors, une fois n'est pas coutume, je serais un peu moins pessimiste pour Macron que notre ami Philippe. Bon, c'est un peu la formule de Jean Cocteau, hein, puisque ces mystères nous échappent, feignons de les organiser. C'est pour ça que ça dure un peu. Ils ont du mal pour sans doute des questions de vérification des patrimoines, d'assujettissement à l'ISF ou des choses comme ça, à former ce gouvernement. Cela étant, quels que soient les démérites de Macron, et pour moi ils sont immenses, et quel que soit même le danger que cet individu présente pour la République, eh bien je crois qu'il est protégé, comme Hollande l'a longtemps été d'ailleurs, par les institutions qui ont été léguées par De Gaulle. C'est-à-dire que vous pouvez véritablement être la dernière des panouilles, sauf à être vraiment pris la main dans le sac pour un scandale de corruption majeure ou un scandale de mœurs vraiment caractérisé, eh bien, vous êtes absolument tranquille. Il a une immunité. Vous parlez de l'immunité du président. Bien entendu. Et puis, il n'y a pas que ça. Il a malgré tout, en plus, il a su, on ne peut pas le nier, se faire une majorité à sa main au Parlement. Et donc, même les procédures de destitution sur les autres titres de la Constitution qui pourraient le permettre ne seront jamais enclenchées contre lui. Oui, donc, pardon, Serge, on ne parle pas de destitution, on parle juste de composer un gouvernement. En politique, à partir du moment où une menace vraiment très forte n'apparaît pas de manière caractérisée évidente, surtout sur un chef de l'État. Bon, les choses, on le voit bien même aux États-Unis avec Trump, il y a quand même des ressorts, il y a des protections pour un chef d'État. Et donc, je ne crois pas qu'il soit encore, même s'il est très atteint, dans une situation où à court terme, hein, ça va aller mal. Je pense qu'à moyen et long terme, évidemment, ça va aller mal pour lui. C'est ce qu'a dit Sarkozy. Bon. Hein. Sarkozy a dit récemment, cette histoire va mal finir. Oui. Et il parlait des 5 ans de Macron. Mais pas dans l'immédiat. Bon, à un moment, Sarkozy s'est souvent trompé, donc on va quand même pas... Je connais votre amour pour Nicolas Sarkozy, Philippe. Enfin bon, il a quand même une certaine expérience et je crois que malgré tout, il ne faut pas négliger cet aspect institutionnel des choses. Donc là, ils ont du mal à former un gouvernement. Macron a quand même des soutiens, il continue de les avoir. Les gens qui l'ont porté à la présidence sont là. En gros, l'oligarchie, hein, l'UMPS et les patrons des grands médias. Ils sont très emmerdés parce qu'ils n'ont pas forcément choisi le bon cheval. Ça, ils s'en rendent compte. Et que le type est fragile pour tout un tas de raisons. Mais comme ils n'ont rien d'autre à se mettre à agiter, à se mettre dans la main actuellement pour avoir une alternative crédible, de toute façon, ils vont continuer de le soutenir. Donc, à la fois le soutien et la protection institutionnelle, plus le soutien des oligarques, ça continuera de le faire échapper au pire à court terme. Excuse-moi, je vais dire juste là-dessus, mais moi je ne parlais pas de destitution, je dis simplement qu'il est en train de chuter. On s'aperçoit que les choses sont en train de se déliter autour de lui et que les gens n'ont pas envie de se rapprocher de lui, d'être associés à son image. Vous pensez, franchement, Philippe, vous pensez que c'est ça qui expliquerait la durée? Attends, je vais te répondre. Attends, juste une chose, juste pour nos spectateurs. Nous enregistrons un mercredi. L'émission sera diffusée vendredi, c'est-à-dire vendredi 12, date à laquelle le président de la République revient d'Arménie, où il est allé faire un voyage prévu de longue date autour de la francophonie. D'ailleurs, voyage où devait y avoir Aznavour. Bien. Vous pensez que c'est uniquement pour ça que ça va prendre 10 jours, cette histoire? Non, je vous dis une chose importante. Regardez comment Gérard Collomb est parti. Gérard Collomb est parti, mais pour lui, il fallait vraiment qu'il parte, il fallait pour lui se dissocier totalement. Qu'est-ce qui l'empêchait de rester encore 2 semaines de plus? Qu'est-ce qui l'empêchait de rester 3 semaines? C'est que vraiment, et là je suis désolé, mais on peut penser encore que Collomb, alors on reviendra sur ce sujet, mais vous voulez dire que vous pensez que Collomb a fui? Oui, je pense que Collomb a fui parce que Collomb sait des choses, a vu des choses et ne veut pas être associé aux prochaines révélations qu'on va voir probablement sur l'affaire Benalla. Alors, à propos de chute libre, le parachutiste en vous, François, vous pensez qu'effectivement, ce président de la République a même pas de ventrale et qu'il est mal barré? Je pense que si on file la métaphore, le problème c'est qu'il a même pas conscience qu'il chute, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, donc pour lui, jusqu'ici tout va bien. Je vais bien, tout va bien. Quand il dit les Français se plaignent, j'ai repris ça comme ça en disant je m'aime, de quoi vous plaignez-vous? Donc pour moi, il y a un problème de confiance.
C'est-à-dire que là, on voit justement que dans la préparation, tout ce que propose Édouard Philippe est retoqué. Alors, il peut y avoir des bonnes raisons, mais il y a quand même un vrai problème de confiance dans la construction du binôme. Vous pensez que c'est un problème? Ce qui se passe actuellement, c'est un conflit entre le président de la République et le Premier ministre? Peut-être entre la droite et la gauche? C'est pas tant que c'est un conflit. C'est-à-dire que moi, en fait, ce qui m'inquiète beaucoup plus que Macron, c'est la France, là. Et donc, qu'est-ce qui m'inquiète là-dessus? C'est le refus, ça a été souligné par Collomb, mais on y reviendra, de toute contradiction. Personne ne peut contredire Macron. Et donc, il n'y a aucune écoute d'une potentielle contradiction par rapport à la mission, par rapport à des impératifs, par rapport à quelque chose de crucial. Et en même temps, cette espèce d'inconséquence totale, c'est-à-dire que quand on a quand même 2 ministres coup sur coup qui partent en claquant la porte, on a l'impression, pour prendre Chirac, je suis désolé pour l'expression, que ça lui en touche une sans bouger l'autre. Ouais. Donc, c'était une belle expression. Voilà. Et donc, pour moi, qu'est-ce qui est intéressant là dans ce remaniement? C'est ça qui va m'inquiéter. C'est-à-dire que la première question qui a été posée, mais effectivement le gouvernement n'a pas été nommé, c'est nouveau gouvernement, nouveau départ. Moi j'ai envie de dire nouveau tour de toupie sur la personne, c'est-à-dire qu'on va nulle part. Et j'ai bien peur que même s'il y aura des critères objectifs, on soit dans des critères d'idolâtrie. Adolâtrie. Alors qu'est-ce que c'est que l'adolâtrie? Ah oui, c'est pas l'idolâtrie, c'est l'adoration. Ah oui, pardon. Ah, l'adoration, pas l'ado. C'est l'adoration, okay. C'est l'adolescence si vous voulez aussi. Mais en direct de l'Académie française, nous créons des mots. Que là, on voit un certain nombre de membres du gouvernement qui sont éteints et que tous ceux qui commencent à un moment donné à avoir un peu d'autonomie par rapport à des impératifs finissent d'abord par contester, puis par partir d'eux-mêmes. Voilà. Donc mon vrai critère pour moi, ça va être au-delà de la... Parce que tôt ou tard, qu'importe les noms, pourvu qu'on ait la bonne direction au bout d'un moment. Le problème, c'est que là, il n'y a pas de direction. Alors, je voudrais simplement dire une chose à Philippe, c'est malgré tout qu'il ne faut pas donc sous-estimer l'attrait de l'odeur de la soupe. Il y a un dialogue entre vous deux. Bon, c'est-à-dire on trouve à peu près tout le temps des gens prêts à aller au gouvernement. Alors, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est les poids lourds. C'est-à-dire les gens qui, effectivement, pourquoi Collomb a fui? Il y a peut-être des choses derrière Benalla qui vont sauter, qui vont sortir, je ne sais pas, ça c'est sûr, on va retrouver le coffre-fort. Vous avez raison, Serge. Serge, il y a besoin d'avoir des hommes qui ont du poids politique et qui ne soient pas juste des techniciens. Mais Collomb s'est enfui, à mon avis, parce qu'il a eu des sondages sur Lyon, que son vrai sujet, c'est de redevenir maire de Lyon ou diriger la communauté, et qui s'est rendu compte que s'il continuait d'associer son image à celle de Macron, à celle du gouvernement, chaque semaine qui passerait allait lui faire perdre un point de sondage. Il pouvait tout à fait. Non, je pense que c'est pas. Alors, je suis désolé. Collomb le traitera plus tard. Non, mais d'accord, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui est beaucoup. Il y avait une urgence. Ce dont on parle là, c'est j'en sais rien. Il va s'être passé 10 jours avant qu'un nouveau gouvernement soit. Alors, j'ai la mémoire longue. Je ne sais pas si quelqu'un a particulièrement. C'est une pratique de 4e République. Mais exactement. Pour moi, dans mes souvenirs de 5e République, c'est inédit. Oui, alors, mais quand Serge disait surtout pour remplacer un ministre. Quand Serge dit qu'il y avait beaucoup de gens qui sont prêts à aller à la soupe, oui, on pourra trouver Jean-Vincent Placé, on pourra trouver tout un tas de gens, des 3e, des 4e couteaux. Là, c'est pas la soupe. Là, c'est pas la soupe. C'est pas la soupe, c'est la bouteille. À la bouteille. Ce que je veux dire, c'est que Placé, arrêtez de boire pour être certain d'être frais à côté du téléphone. Sur le visage en attendant un coup de fil. Ah oui, je suis étonné que les caricaturistes n'en aient pas fait quelque chose. Ce que me disait un copain de gauche, il m'a dit ce qui est très amusant aujourd'hui, c'est d'appeler quelques députés. Ouais, j'ai des copains d'ouverture d'esprit. Voilà. Il disait ce qui est très amusant actuellement, c'est d'appeler des copains députés en numéro masqué et de voir la réaction des mecs en espérant que ce soit la peine. Ah non, c'est l'Élysée, je vous passe le président. Non, mais rassurez-vous, de toute façon, Ségolène Royal sera toujours prête à devenir ministre de l'Intérieur. Je crois. Voilà, on a qu'elle ne veut pas. Il y a Estrosi aussi qui a refusé le poste qu'on lui a pas proposé, mais ça c'est ça. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Macron a été élu président en opération commando avec une équipe restreinte, pas d'armée. Et une fois que ça pète, les lécheurs sont plus là. Ce que je disais, c'est ça. Où sont les talents? Avant, on avait des députés, une majorité. Un ministre se bat, on le remplaçait par un député. Là, ils sont tous nazes, donc il ne peut pas les remplacer. Mais ils sont tous neufs. Non. Naze peut-être. Naze. Globalement, c'est des gens qui majoritairement sont venus de la société civile. Donc ils n'ont pas d'expérience. Non, mais il faut les rencontrer. Il faut quand même comprendre, se voir ce qui on a sorti. Alors il y a quelques bonnes pioches. Le gendre à Paris qui est pas si mauvais que ça. Je suis désolé. Non, mais par rapport à certains, par rapport à la masse des députés, en marche, ils sont bons, ça me va très bien. Leur combat sera encore plus terrible. Voilà. Mais aujourd'hui, quand on regarde, ils n'ont aucun vivier. Ils sont même pas en 3e division.
division. Donc, il va choper qui faut. En plus, là, on retrouve le clivage droite-gauche, quoi. Ce qui est assez marrant avec le ministre de l'Intérieur, c'est est-ce qu'on va prendre plutôt un type de gauche, plutôt un type de droite. Le problème, c'est que les types de gauche, c'est les limites en même temps. Les types de gauche, on n'a pas. Les mecs de la société civile qui peuvent avoir du poids, ils vont pas être grillés avec Macron aujourd'hui, c'est un peu craignos. Puis en plus, il faut qu'ils vérifient si fiscalement ils sont à jour. C'est un beau job quand même, ministre de l'Intérieur. C'est un job passionnant. Sauf qu'en ce moment, le job avec Macron, on a plus des caméras, des doigts d'honneur et compagnie. C'est un peu plus compliqué. Donc pour se griller, tout le monde n'y va pas. Et ensuite, les types de droite, moi, je sais pas dans ce qui a fuité, est-ce que c'est vrai ou pas vrai, j'ai quand même vu qu'il y avait le nom de Béchiza qui arrivait sur la table pour le ministre de l'Intérieur. Béchiza, quoi. On en est vraiment à excuse-moi, si Béchiza arrivait, ce serait quand même une bonne nouvelle. Ah bon? Non, ce serait pas une bonne nouvelle. Par rapport à Collomb, c'est le premier vrai clash. Je vous propose une chose. D'accord. Nous allons en reparler. Le problème de Béchiza, c'est qu'il croque avec les islamistes, quoi. Faut arrêter. Au bout d'un moment, faut qu'on sorte les dossiers sur Béchiza. D'accord. Alors sortez. On a commencé à les sortir dans l'incorrect. Très bien. Intéressant. Parlons-en. Je vous propose d'arrêter sur ce sujet-là. Non pas que je fuis le débat sur Béchiza, nous allons y revenir. Nous allons revenir sur Béchiza dans quelques secondes. Merci beaucoup, messieurs. Nous nous retrouvons de l'autre côté pour un sujet suivant. À tout de suite. La démission de Collomb. Alors ça, la démission de Collomb, moi j'avais vu Hulot en direct sur France Inter, mais Collomb qui démissionne 2 fois, ça je crois que ce n'est jamais arrivé véritablement. Hein. La particularité de Macron, c'est de faire dans le neuf. Là, c'est extrêmement neuf. Que s'est-il passé avec Collomb qui s'en va comme ça, qui annonce qu'il va partir dans l'Express pour dire qu'il veut aller conquérir la mairie de Lyon, la reconquérir plutôt, et qui s'en va quelques jours plus tard. Là, franchement, j'ai besoin de vos lumières, messieurs qui connaissaient bien la vie politique, qui connaissaient la vie politique française, qui connaissaient la Ve République. D'où ça sort? François? Moi, ce qui me fait peur quand je vois tout ça, c'est exactement comme pour les Rock States, c'est l'irrationalité. Vous savez, les pays voyous, ce qui fait peur, quand on parle notamment de la détention d'armes nucléaires, etc., c'est l'irrationalité, la capacité à faire n'importe quoi soudainement. Chez Macron, c'est exactement ça, ce qui me fait peur. Mais c'est Macron ou c'est Collomb qui fait n'importe quoi? Chez Macron. Okay. Quand vous voyez quand même que quelqu'un est capable de cramer son ministre de l'Intérieur pour défendre son protégé, parce que concrètement, c'est à peu près ça qui s'est passé quand même, avec Benalla. Après, il y a des enjeux derrière. Sarkozy l'avait fait avec Guéant. Vous pensez que la race... Guéant, c'est pas le niveau de Benalla, quand même. Il était secrétaire général de l'Élysée. Oui, mais d'accord, Non, c'était Collomb. Non, mais c'est intéressant parce que ça, je l'ai jamais entendu. Cramé Collomb pour Benalla. Je l'ai jamais entendu. On va laisser François... Mais pas pour un petit... On va laisser François développer sa thèse. Ok, lâchage de Collomb. Le Collomb le prend très mal et s'en va. Il y a plusieurs. Moi, après, j'ai pas forcément tous les éléments. Je regarde toujours pareil. Je regarde la tendance. Dans la tendance, ce que je vois, c'est que je vois qu'il y a quelque chose d'absolument irrationnel. On le voit complètement dans le comportement de Macron. Et c'est ça qui fait grave. Moi, qui me semble grave, pardon. Je pense qu'à partir du moment où, pareil, on l'avait vu, j'ai souvent fait la comparaison avec l'affaire de Villiers, 1 an plus tôt, où on caramélise le général de Villiers quand il est en contradiction sur des enjeux clés et on maintient Benalla qui, pour le coup, en tout cas, on défend Benalla qui, pour le coup, est sur des sujets dérisoires. On montre là, et ça rejoint le sujet précédent, que dans les critères de choix, on n'est pas sur des critères objectifs opérationnels de construction d'un gouvernement pour faire une action, on a des critères d'entourage. Et je pense qu'on trouve d'ailleurs, on donne des intentions peut-être bien trop élevées à Macron dans les choix qu'il fait, je pense, et j'insisterai là-dessus. Souvent, on a pu reprocher, je fais l'analyse des personnalités là-dessus. Quand j'interviens dans des entreprises, je fais la différence entre des défauts de personnalité et des choses pathologiques. On a quelque chose de pathologique chez Macron. On a un narcissisme pathologique. Il n'y a rien de pathologique chez Collomb qui s'en va comme ça après avoir... Non, mais attends, vous pensez que le problème de situation est insupportable pour lui, c'est ça. Il a été humilié. Pauvre Foussin, il a 71 ans. Non, il a été humilié, sénateur, député. Il a été humilié, ridiculisé pendant ses auditions au Sénat. Maintenant, la situation, elle est claire. Le type s'en va vraiment en claquant la porte et en disant non, je peux même pas rester une semaine de plus. On aurait très bien pu comprendre qu'il va y partir. Mais là, je maintiens. Je suis très étonné et j'attends à chaque fois avec intérêt le prochain Canard enchaîné ou ce que vont sortir certains médias. Il y a des choses qui sortiront sur Benalla. Ouais, mais qui, à mon avis, et l'incorrect, pourquoi? Bien évidemment, parce que j'ai appris des très grandes choses pendant la pause sur l'incorrect, grâce à l'incorrect. Mais il est très important de comprendre que si Collomb se tire, c'est pas uniquement pour reconquérir Lyon. Il aurait pu le faire, il aurait pu attendre 1 mois même s'il le faut. Aujourd'hui, la vraie question, c'est de savoir... Le problème de Macron, c'est qu'il est radioactif. Aujourd'hui, les gens qui sont associés
Emmanuel Macron ont un problème d'être touchés par quelque chose qui va leur nuire jusqu'à la fin de leur carrière. Et parce que c'est justement complètement irrationnel. C'est-à-dire qu'en fait, quand on voit la trajectoire récente, c'est très drôle, quand vous passez de Beltrame, de m'appelle pas Manu, de vas-y je fais une photo, tu me fais un doigt, etc., il y a quelque chose absolument erratique, en fait. Absolument. Donc, la radioactivité dont vous parlez, c'est cette dimension absolument erratique, et quelqu'un qui s'associe à ça, dans la durée... Et imprévisible. François, pardon, le sens du devoir. Vous êtes des hommes de devoir. Un ministre de l'Intérieur qui s'en va comme ça, est-ce que c'est pas quelqu'un qui finalement fait preuve d'une extrême légèreté, voire d'une inconséquence? Je pense qu'il a subi. Arthur, c'est il a subi, mais je veux dire, tous les ministres subissent. Raffarin, on a pris plein la gueule quand il était ministre de Chirac, et on a pris plein la tronche. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est quoi, dans la forme, ce qui est hyper intéressant, c'est quand on voit les deux ministres d'État, Hulot comme Collomb, il y en a un qui s'est barré à la télé, à la radio sans prévenir le président, et l'autre, le président lui dit non, il fait une interview dans le Figaro. Alors c'est pas Marianne, c'est pas Le Monde, c'est le Figaro pour dire L'Express, c'est le Figaro. C'est-à-dire que Jupiter, l'autorité, il en a plus, il tient plus ses gars, il les tient pas. Et Collomb me dit bah je m'en fous, je m'en vais parce que j'ai ma ville, que on a vu dans son discours et on a vu dans ses déclarations précédentes qu'un maire, une grande ville évidemment, un président de région a beaucoup plus de pouvoir qu'un ministre. Et que lui, il a envie de revenir là-bas. Ouais. Que en effet, Macron est radioactif. Attends. Alors moi, on sait que la vie d'un maire est plus longue que celle d'un ministre. Je voudrais juste voir un rappel. Philippe, juste un rappel. Il y a eu, depuis 2016, combien de ministres de l'Intérieur à votre avis? Je connais la réponse. 5. Okay. Je vais tous vous les nommer. Cazeneuve, qui est resté. Leroux, qui a fait moins de 6 mois. Enfin, moins de 4 mois. Feckel, qui a fait 1 mois et demi. Non, mais ça, c'était la fin du mandat de Hollande. Collomb, qui aura fait un peu plus d'1 an. Et Édouard Philippe, à mon avis, il y a deux sujets. Attends, excuse-moi, je voudrais juste revenir sur un sujet municipal. Quand on parle de Collomb, quand on parle de Collomb, il faut quand même se rendre compte. Moi qui suis un élu municipal de Neuilly, et qui a vu comment se comporte le maire Jean-Christophe Fromentin. Je sais qu'aujourd'hui, il est en train de faire attention, de tout préparer pour bien montrer, si jamais il devait perdre, qu'on n'aille pas lui chercher des noises. À mon avis, Collomb, s'il était aussi si pressé de partir à Lyon, c'est qu'il a quand même, il est élu depuis 2001, donc il avait des dossiers à ranger, des papiers à détruire, des choses à éviter qui se découvrent. Donc, il faut comprendre, on a d'un côté éviter d'être radioactivisé par Macron, et d'un autre côté, protéger ses arrières pour pas se retrouver en prison dans quelques années. Je pense qu'il y a aussi sans doute une question générationnelle. Ça joue quand même, c'est-à-dire qu'un vieux briscard comme Collomb ou Hulot, qui n'est pas non plus un perdreau de l'année, malgré tout, à la fin des fins, un garnement de 40 ans, je ne sais pas quel âge vous avez pour certains d'entre vous, ça pèse moins, enfin, ils ont une tendance à moins le respecter, ils ont une tendance à moins le respecter. En plus, je pense que dans la fréquentation quotidienne, il doit être un petit peu ridicule, il doit piquer des crises, il doit se discréditer. Son entourage, vous parlez toujours de Macron, moi j'essaie de vous centrer sur Collomb. Parce que Collomb, vous êtes obsédé par Macron. Non, parce que Collomb, c'est un grand garçon. Collomb envoyé à Neuilly, lui. Pas tous ensemble. Collomb, c'est Lyon. Non, mais Collomb, c'est une fuite, Est-ce que je peux vous rappeler les règles de ça va mal? Est-ce que je peux vous rappeler les règles de la télé et de la radio? C'est si on est plusieurs à parler ensemble, ceux qui nous écoutent sans avoir l'image, puisqu'on nous sommes diffusés aussi en radio, n'y comprennent rien. Donc ayez la courtoisie, si l'un intervient, de lui céder la parole. Pardon à ceux qui sont en radio. Okay, donc si Collomb va à Lyon pour des raisons municipales, il s'éloigne aussi de Macron, et c'est pour ça que le vrai sujet, Collomb en fait c'est un petit sujet, le vrai sujet c'est Macron et ce qui se passe autour de Macron. Ce sont ses photos, sa réaction aux photos, c'est ce qu'on a vu à la fête de la musique, enfin c'est une chute réelle, et moi j'insiste bien. C'est un petit sujet, parce qu'il faut juste réentendre ce qu'a dit Collomb, son discours de départ, quoi. Il a juste dit Zemmour au ministre de l'Intérieur. Il a dit la passation de pouvoir. C'était crépusculaire son testament. Alors après, est-ce que c'est vrai, pas vrai, est-ce que c'est pour emmerder Macron? J'en sais rien. Je pense qu'il a vu des choses. En effet, il y a des affaires où il ne veut pas être mouillé. Macron, il en a peut-être ras-le-bol, mais il y a aussi un état des lieux qui compte que tout le monde dénonce, notamment à droite, depuis 20 ans. Donc ça fait que s'empirer parce que ça n'a jamais été réglé et qu'il a il a peut-être marre, quoi. Il veut se barrer, c'est tout. Et je pense qu'il faut plus axer sur qu'est-ce qu'a dit Collomb, parce que toute personne n'en parle, quoi. Il y a eu très peu de reprises sur ce qu'a dit Collomb, quoi. C'est-à-dire que des territoires perdus de la République. Oui, c'est ça. Donc avant on était côte à côte, maintenant on va être face à face. Ça veut dire c'est une guerre civile. Il l'a mis en scène avec Édouard Philippe. C'est une guerre civile qu'il annonce. Il y a ça effectivement, mais on a envie de dire aussi pourquoi Collomb s'y est pas mis. Après peut-être qu'il était empêché, mais c'est un vrai sujet. Mais certainement plus d'un an qu'il est aux commandes. Voilà. Non, mais le problème, juste. Mais attends, je finis. Donc il y a ça, et effectivement c'est le sujet, mais
on entend, c'est quand même pareil, hein, Sarkozy, on l'a entendu 100 fois dire ce qui allait pas et quand il est au pouvoir, il n'a rien fait, etc. Donc il y a quand même un sujet qui revient. Et après, il y a ce qu'Arthur soulignait bien, cette partie qui, moi, m'inquiète beaucoup, ce binôme entre l'impossibilité de contredire Macron, qui a été un sujet, je pense, ça a été dit plusieurs fois, une impossibilité d'avancer. C'est ce qu'a dit Collomb en général. Et à côté de ça, il dit qu'il restait plus que 4 ou 5 personnes capables de parler à Macron. Voilà, et à côté de ça, cette inconséquence, encore une fois, qui fait que quand quelqu'un se barre, parce que je pense que c'est ça qui fait la différence entre un Chirac ou un Sarkozy, c'est que je pense que l'un ou l'autre, si un de ses ministres s'était barré comme il avait fait, il y aurait eu des trucs qui seraient passés derrière. Là, on a l'impression, pas de réaction. Le mec se fait désavouer en public. Alors, c'est incroyable. C'est pas là que ça parle de génération. Est-ce que François peut aller jusqu'au bout de son propos? François, vous dites, il se serait passé quoi? Ça veut dire que ne serait-ce que... C'est là qu'on s'aperçoit que le dialogue est absolument surréaliste et qu'on a un enfant de 3 ans. Hein. C'est que peut y avoir une difficulté à accepter la contradiction, mais il n'empêche que dans les phases intermédiaires de départ des gens, il y a au moins les choses qui soient réglées pour que ça ne se fasse pas avec un tel scandale. Là, on a l'impression que c'est pas là que ça s'est joué. C'est pas là que ça s'est joué. Ça s'est joué au moment de la démission. Ça s'est joué au moment de la démission de Nicolas Hulot. C'est quand Nicolas Hulot a démissionné, il aurait dû y avoir quelque chose de réaction pour dire attendez, si ceux qui partent comme ça, il y a des conséquences. Là, il n'y a aucune conséquence. Il n'y a pas de conséquences pour le départ. Il peut y avoir des réactions. Je veux dire, Hulot a été protégé. Moi, je vous rappelle quand même une chose. Hulot a été très protégé quand il y a eu les accusations qui lui sont tombées, les accusations de mœurs, comme Darmanin, etc., ont été très protégés. À un moment donné, protégé, il n'y avait rien sur Hulot. Comment? Il y avait rien. Non, il n'y a pas rien sur Hulot. Non, il y a des nanas, il y a quand même des nanas. Quand on voit ce qui s'est passé, excuse-moi, quand on voit ce qui s'est passé, la justice n'est pas allée très loin. Mais la justice n'est pas loin. Mais quand on voit ce qui s'est passé aux États-Unis, comment on a harcelé le juge Brett Kavanaugh pour des trucs ça en France, quoi. Comment? On n'a pas envie d'avoir ça. Non, on n'a pas envie d'avoir ça en France. Mais ce que je veux simplement dire, c'est qu'on a un système de protection qui marche très bien en France au sommet de l'État. Quand le sommet de l'État décide de protéger quelqu'un, donc à un moment donné, il y avait une forme, il fallait qu'il y ait des répercussions à la suite du départ de Hulot. Je crois qu'on touche du doigt. Excuse-moi, je crois qu'on touche du doigt, si j'ose dire, en l'espèce, après les photos de Macron. Le vrai sujet est que tout se tient. Il y a peut-être quelque chose derrière, à la fois le discours de Collomb et ce qui touche et les scandales autour de Macron. C'est une espèce de trop grande proximité à tout point de vue entre Macron et des musulmans plus ou moins islamisés, parce qu'il y a eu quand même, il y a pas mal de... Quel rapport avec Collomb Mais quand il part sur la question du risque de guerre civile, le risque de guerre civile, on va pas dire le contraire de ce qu'on pense, c'est affronter une partie maintenant importante de la communauté musulmane française qui s'est radicalisée. Ça présuppose qu'on soit que le chef de l'État que le chef soit clair sur le sujet et soit prêt à les affronter. S'il fricote avec des petites frappes qui elles-mêmes sont islamisées ou quasi islamisées, parce qu'il y a quand même Yacine Bellatar, vous parlez de Yacine Bellatar qui est quand même un proche de Macron et qu'on voit ce type-là aller au CCIF. Non mais vous ne parlez pas de la photo avec les deux garçons en Martinique. Non, on parle simplement de ces proximités. Il faut voir que le gars qui hébergeait, je sais plus quel abruti là, qui hébergeait les gars qui ont Jawad était lié à un moment à des mecs qui gravitaient autour de Macron. Voilà. Et donc tout ça, c'est quand même une proximité mais incroyable pour un chef d'État. Et donc ça veut dire que le gars est fragile dans sa volonté de taper du poing sur la table. Ou de ses connaissances. Non, Yacine Bellatar se présente comme un ami. Yacine Bellatar se présente comme un ami d'Emmanuel Macron. Se présente comme un ami d'Emmanuel. Un ami éloigné d'un membre de votre famille commet un crime, pour autant, on va pas dire que Philippe Carsenti est mouillé. Mais ça n'a strictement rien à voir. Là, on a affaire. Bellatar, c'est un copain de Macron, et c'est Macron qui l'a amené. Et Bellatar, il a sorti avant-hier pour la nomination du ministre de l'Intérieur. Il a dit j'espère que ça sera un ministre de l'Intérieur qui sera plutôt proche des quartiers. Sinon, il y aura une guerre. Il y aura pas une guerre. Il a pas dit guerre civile. Il a dit il y aura une révolte dans la rue. Donc le type menace en disant, on fait du chantage, il menace officiellement. Si c'est pas un copain, si c'est le type, on lui dit au revoir, qu'on le désavoue publiquement. Macron le désavoue en disant, je ne sais pas qui c'est, il a pas de chantage, voilà. Et il a rien dit. Et le type se permet, alors qu'il a l'étiquette ami de Macron, conseiller, je sais pas quelle partie à l'Élysée, il fait du chantage en disant, en gros, il faut qu'il soit plutôt pro-quartier, sinon c'est le bordel. Non, c'est pas un amuseur, c'est un islamiste. C'est un islamiste qui va. Il est connu comme étant un amuseur. Non, il s'est présenté comme ça, mais aujourd'hui c'est un islamiste qui défend des thèses islamistes, qui défend. Qui va au CCIF, au comité de lutte contre l'islamophobie, qui est vraiment un type qui est proche des islamistes. Et Ramadan se fait passer pour un philosophe, mais tout ça, c'est les mêmes mecs. Ramadan, il a surtout c'est un faux amuseur, c'est un vrai islamiste, un faux philosophe et un vrai islamiste.
extremis, c'est tout. Autrement dit, il y a une fragilité réelle, et ça, c'est gravissime. Et peut-être que Colomb a ça en tête. Parce que là, ça explique tout. La thèse comme quoi Colomb est parti pour essayer de protéger son élection à la mairie de Lyon s'ajoute au fait qu'il a vu des choses et qu'il veut s'éloigner de Macron. Bien sûr. Et qu'il veut aussi protéger ses arrières sur ce qui a pu se passer à Lyon pendant 19 ans. D'accord, très bien. J'entends ces thèses. Bon, finalement, on est d'accord. Moi, j'ai rien dit. J'ai pas pour vocation d'être d'accord avec vous. J'ai pour vocation d'animer ce débat. On peut juste rajouter une chose, c'est qu'il y en a un qui en sort grandi de ça, c'est Édouard Philippe, qui a ramené Le Maire et Darmanin. Et aujourd'hui, il n'y a plus Hulot, il n'y a plus Colomb. Nyssen est probablement dégagé aussi. C'est-à-dire qu'il y a quand même Édouard Philippe avec ses deux adjoints qui est là et qui a le pouvoir aujourd'hui. Il faudra voir qui, on verra du remaniement, mais ça va être intéressant. Alors ce sera sans doute le clivage droite-gauche existe encore. C'est ça, aussi exactement. Il y a un basculement vers la droite modérée. Ok. Ça a d'ailleurs été déjà reproché à Macron. Hein. Dans tous les cas, merci pour ce sujet bien animé. Attention à ne pas trop parler par-dessus les uns les autres. Et nous nous retrouvons dans quelques secondes pour un autre sujet. À tout de suite. Le GIEC. Alors, c'est un groupement j'ai oublié. Zut. Bref, c'est des experts internationaux, rattachés au gouvernement. Et ce sont des experts sur le climat. C'est en désordre. Ce lancement est en désordre. Le GIEC, c'est un ensemble de chercheurs qui étudient le climat et qui, depuis des années, lancent des alertes sur le réchauffement climatique, les problèmes de couche d'ozone. Et là, le dernier rapport qui est sorti la semaine dernière, qui est la compilation de 6000 études internationales, compilé en 400 pages et réduit en 200 pages, sur lequel 195 pays, de manière unanime, ont donné leur accord. Donc c'est quand même quelque chose de on va dire, reconnu au niveau international. Disent en gros, on a très peu de temps pour modifier nos comportements et pour ne pas atteindre les 2 degrés qui sont les 2 degrés de plus, qui sont le déclenchement d'un certain nombre de manifestations climatiques irréversibles. Alors ma question, c'est quelle est votre position à vous, qui avez des enfants ou qui n'en avez pas, mais qui, j'imagine, vous préoccupez du futur? Est-ce que votre position est en accord avec le GIEC et finalement très inquiète? Ou est-ce que vous pensez que le GIEC est un organisme manipulé et qu'il n'y a pas de modification climatique et que dans tous les cas, l'homme ne peut rien y faire? Alors, il y a des modifications climatiques, mais je pense que l'impact de l'homme est minime et ça n'est pas le sujet. Je crois qu'aujourd'hui, on est en train de nous parler de problématiques dans 50 ans, dans 100 ans, etc. On a aujourd'hui une vraie problématique dans le monde qui est l'islamisme, l'Iran... Ça va devenir le point Goodwin de cette émission, Philippe. Non, mais oui, mais je suis désolé. Mais on nous parle, parce que c'est une façon... Moi, je vous parlais de gaz à effet de serre, vous me parlez islamisme. Mais oui, parce que je vous dis, parce que le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on est en train d'occuper les gens. Avant, c'était du pain et des jeux. Et maintenant, on vous parle de climat pour vous expliquer que dans 100 ans, vous serez peut-être mort, et que la Terre sera engloutie, mais qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont en train de mettre la Terre à feu et à sang. Et c'est pour masquer, à mon avis, l'intérêt... Oui, non, je suis désolé. Pardon, là, on sait que, par exemple, le GIEC dit que le taux de gaz à effet de serre n'a jamais été aussi élevé depuis 800 000 ans. C'est pas hier et c'est pas les islamistes. C'est pas vrai. Regardez les études. Donc vous dites, en gros, le GIEC nous baratine. Et a un agenda politique lié à la gauche, à la gouvernance mondiale. Et je pense qu'on s'est je voudrais dire, il y a quelque chose qui m'a quand même beaucoup choqué là-dedans, c'est de voir un certain nombre d'organes de presse inférer et déduire de ces études. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, selon eux, pour s'opposer au réchauffement climatique? Et on va réduire le nombre de gosses. Donc occidentaux, faites un enfant de moins. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Oui. Mais c'est du délire. Mais ça n'est pas dans les propositions du GIEC synthétisées en 20 pages. En tout cas, et c'est complété par... Faites moins d'enfants et faisons venir des Africains. C'est vraiment ça. L'Afrique. En tout cas, non, mais il y a le problème du GIEC, c'est que ça mélange de manière assez désagréable les préconisations et les postures politiques et les préconisations et postures scientifiques. Le scientifique est encore sujet à débat. Le réchauffement climatique, on peut présumer qu'on l'observe, mais c'est pas la première fois dans l'histoire climatique de cette planète que ça s'observe, même dans des temps qui sont pas si reculés que ça. Le Groenland, c'est le pays
l'hiver, etc., etc. Oui. Donc, on a vu ça. Deuxièmement, on a quand même des archives qui sont contenues dans les glaces du pôle et qui nous indiquent comment ça s'est passé. Sous Louis XIV, les gens étaient persuadés que le monde, à un moment, allait disparaître parce qu'il y a eu une série d'hivers extrêmement rigoureux. L'hiver 1709 particulièrement. Il suffit de lire le mémoire de Saint-Simon avec les duchesses qui se faisaient empaqueter avec de l'air chaud sous leur jupe. Bon, il y a une part de millénarisme dans tout ça, c'est sûr. Alors maintenant, la difficulté de tous ces prêcheurs et tous ces gens très doctes, c'est qu'ils nous imposent, ils mélangent les pétitions politiques et les constats scientifiques qui sont plus sujets à caution. Et c'est ça qui non. Parce qu'effectivement, on peut douter de l'influence de l'homme là-dessus, et puis on peut douter aussi... Donc on ne fait rien. Non, mais de la gravité du problème, parce que le réchauffement climatique, ça peut se traduire aussi par la possibilité pour l'espèce humaine d'exploiter la Sibérie. L'exploitation de la Sibérie, c'est la fin d'un certain nombre de problèmes pour l'espèce humaine en Eurasie. Ça, je l'avais jamais entendu, mais ça ouvre des perspectives. Non, mais sérieusement, ça fait quand même 60% de la superficie du continent. Donc, c'est beaucoup plus complexe que ça. On nous assène à la fois des vérités, des certitudes, et puis deuxièmement, des préconisations politiques qui entrent dans le détail, et là, qui sont surréalistes. Okay. Les patrons des GAFA, je vais me tourner vers vous, Arthur. Les patrons des GAFA, en gros, sont sur l'analyse suivante. C'est foutu. L'homme n'est pas capable de se réformer. Les changements climatiques vont largement dépasser les 2 degrés et on va vers les 3 degrés. Donc ça veut dire montée drastique des eaux. Ça veut dire un certain nombre de territoires sont recouverts. Je vous parle pas des petites îles. Je vous parle du Bangladesh entier et de dizaines de millions d'habitants, de quantité de villes côtières, à commencer par New York, qui sont submergées par les eaux. Et les patrons des GAFA disent, en gros, c'est pas grave, cette planète on l'a usée, on va aller ailleurs, on va en trouver une de rechange. Hein? Arthur, vous êtes sur quelle position? Moi, je suis... Alors, le problème du climat, c'est un truc qui... Voilà, il y a toujours des rapports qui sont sortis. Là, ce qui est intéressant dans ce rapport-là, c'est que c'est une commande qui a été faite par les Nations Unies suite à la COP21 à Paris. Et l'intérêt de ce rapport, c'est que ça montre, en gros, si on fait 0,5 degrés en plus, c'est quoi les conséquences? Exact. 0,5. Ça dit concrètement comment ça se passe. Le principe, c'est de dire, en gros, il faut être à 1,5 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, et qu'on est en 2100, on va taper plus les 3, 3,5, 4%. Oui. Et il y a un débat sur 0,5, 1,5, 2, ça change quoi? Ils ont montré 0,5 ce que c'était. Et honnêtement, c'est assez intéressant. C'est aussi intéressant que flippant. 0,5 degrés supplémentaires sur la fonte des eaux, c'est une montée de 10 cm. 1 cm égale 1 million de vies en danger. En gros, c'est ça, les études qu'ils font. Donc 10 cm, ça fait 10 millions de personnes à reloger, quoi. C'est-à-dire qu'on peut dire, et on peut être climat-sceptique, on peut dire oui, mais c'est gauchiste, on peut dire tout ça, mais il y a quand même un fait, c'est qu'il y a un réchauffement climatique et qu'il y a des conséquences. Après, est-ce que c'est ça? 10 millions de personnes à loger pour le système productif capitaliste aujourd'hui, on ne sait rien. C'est un exemple. 10 milliards. Mais ça veut dire 10 millions de migrants. Non, mais pas du tout. Tu peux parfaitement... Tu densifies un petit peu certaines métropoles et puis c'est tout. Les bouquins d'Olivier Ray, c'était un des premiers à parler de migration climatique. Nous, on passe notre temps à gueuler sur l'immigration, mais on va en rajouter en plus. Quand vous parlez de l'islamisation tout à l'heure en disant que c'est le principal danger, mais malgré ce que disent beaucoup de personnes, on peut faire plusieurs choses à la fois. On peut très bien penser à l'instant T, puis penser à dans 100 ans, quoi. Ouais. Parce qu'on est de colocataires. Moi, je suis pas comme les GAFA en disant je vais me barrer ailleurs. Moi, la terre, on me la donne. Je suis locataire et je vais la transmettre. C'est un cadeau. Il faut juste et je suis pas un exploiteur, quoi. Donc, je vais pas aller m'emmerder à aller vivre sur la Lune. Il y a que les cons, j'ai envoyé sur Mars, mais moi, j'ai envie de rester sur la Terre et de la transmettre. Donc, on reste dessus. Alors, mais évidemment, les Martiens sont pas d'accord. Le problème de l'écologie, c'est que ça a été complètement préempté par des gauchistes. Donc, on devient allergique à l'écologie. Mais c'est un vrai sujet et c'est repenser un modèle. C'est repenser un modèle de croissance. Parce que ça veut dire des efforts. Alors, ça veut dire des efforts sur le logement, le transport, la gestion des terres, la consommation, l'industrie, tout ça. Doit être mis en qu'on ait des efforts à faire, je suis tout à fait d'accord. La question, c'est cette culpabilisation et quelque chose d'aussi important, c'est que moi, maintenant qui ai 52 ans, je me souviens que quand j'avais 15 ans, on nous expliquait que le danger, c'était ça dans 5 ans. À 20 ans, c'était la couche d'ozone. Après, c'était il n'y aura plus de pétrole. Et toutes ces choses. Et chaque fois, on nous pose des épouvantails. En l'espèce, le peak oil n'a pas eu lieu, mais le trou dans la couche d'ozone est en train de se transformer en un surplus d'ozone qui fait que la Terre devient un couvercle et qu'on prévoit... Alors qu'est-ce qu'on fait? Donc il faut refaire le trou de la couche d'ozone? Je vais vous donner l'information. Si ça augmente, et je vais compléter les informations données par Arthur, si on atteint les 2 degrés, ça veut dire qu'on envisage des fontes régulières de la totalité de la calotte glaciaire de l'Arctique, de la totalité. Hein.
certains ce sont des hypothèses. C'est un truc qui on parle de des hypothèses et qui on parle pas de l'Antarctique. Ça se développe de l'autre côté. Il y a des choses, les modélisations sont très imparfaites. Sauf que la glace est un absorbant. Alors, je voudrais dire, soyons optimistes. Oui, François, allez-y. Trois choses. La première chose, c'est, je pense qu'il faut voir quand même les contradictions qui peuvent exister. Il y a notamment un rapport de la NASA qui est sorti en 2014, donc on ne peut pas accuser de lien avec Trump ou autre par rapport à la conférence de Paris, mais qui montre la relativité de cette théorie, notamment sur le fait que sur l'Antarctique, là où il y a une partie de l'Antarctique qui perd beaucoup, et de l'autre côté, côté ouest ça perd beaucoup, mais côté est ça gagne beaucoup, et ça gagne plus que ça ne perd. Bon, bref, j'ai pas d'avis là-dessus, mais ça mesure d'être étudié dans la mesure où parfois les choses peuvent être un peu convergentes, et il y a des analyses contradictoires qui ont été faites, il faut les lire. La deuxième chose, quant au comportement, vous savez, j'aime beaucoup cette prière de Marc Aurèle qui dit « Seigneur, donne-moi la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer, le courage de changer ce que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. » Donc, tant qu'à faire, quand on parle d'action, réfléchissons à nos vrais leviers. Vous connaissez beaucoup d'émissions où on cite Marc Aurèle? Moi, je voudrais juste... Il faut qu'il soit réinvité systématiquement. Oui, François Bert, on pourra le réinviter à chaque fois. Ok, vous serez à ma gauche. À chaque fois qu'il va quelque part, on cite Marc Aurèle. C'est ça. Il y a deux choses pour moi. Il y a les récits de Baudelaire quand l'antenne n'est pas ouverte. Il y en a d'autres. Mais la relativité, c'est-à-dire que vous vous apercevez, notamment si on parle de destruction, etc., la pollution qu'on fait en Europe par rapport à ce qui est fait en Chine, par exemple, c'est dérisoire. C'est-à-dire que l'effet est monstrueux sur un certain nombre de pays qui sont encore très marginalement en progression, et nous, on est en train de nous persécuter sur des choses sur lesquelles on a moins de levier. Mais ce sont des pays qui ont aussi pris conscience de leur capacité à produire la terre. La Chine opère des changements qui sont très importants. Voilà, mais il faut le préciser. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que nous qui sommes concernés. Après, la dernière chose, parce qu'il s'agit bien d'agir chacun à son niveau, c'est qu'on ne fait pas avancer les gens sur du tri de poubelle, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, François, j'ai pas compris. Vous y croyez ou vous n'y croyez pas? Moi, j'ai besoin d'avoir une position claire. J'ai qu'à ressentir, en gros, ce qui me dit, c'est du bidon. On est l'impact de l'homme n'est pas prouvé. Je reviens sur la dernière partie, si vous voudrais comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, on peut discuter indéfiniment. Le vrai sujet que ça amène, et tant qu'à faire, tant que le sujet est sur la table, autant s'en saisir, c'est qu'il est vrai, quelles que soient les analyses, qu'on peut changer notre comportement. Et qu'on a actuellement, de manière générale, des politiques ultra-individualistes, et que beaucoup plus que d'avoir moins d'enfants, il faut beaucoup plus avoir des familles, quelque chose de structuré, quelque chose où on sait vivre en harmonie avec la nature. Le problème, c'est notre consommation. Plutôt que d'être dans une société de consommation absolument délirante, où on crame beaucoup. Alors, je suis pas du tout d'accord avec ça. De toute façon, quelle que soit, laissez-moi juste finir, quelles que soient les analyses par ailleurs, ça ne nous empêche pas, nous, de le faire, et on bougera les gens, non pas en leur disant « triez, faites ça, ce sera bien, vous êtes éco-responsable », ça motive personne de faire ça, mais en ayant un vrai projet de vie, un vrai projet civilisationnel, et qui motivera les gens. Et ça, c'est tous ces gens qui anticipent la catastrophe oublient toujours, comme ça s'est passé dans le passé, parce qu'au 19e siècle, ou en l'an 1000, il y avait toujours ce genre d'individus et de réactions, la capacité de la science et des techniques à évoluer et de trouver des solutions. Exemple, la plus importante nouvelle de ces dernières semaines, c'est ce qu'a déclaré le Français qui vient d'avoir le prix Nobel de physique pour un laser extrêmement particulier. Il a dit qu'il travaillait et qu'il pense avoir des résultats probants au maximum dans les 10 ans qui viennent, de manière la plus pessimiste qui soit, pour permettre, grâce à ce laser, de traiter la radioactivité des déchets, de faire passer la durée de vie des déchets radioactifs de 1 million d'années à 30 minutes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de problème avec les centrales nucléaires, d'accord? Si ça, ou pratiquement plus. Il y a juste faut pas qu'elle nous pète à la figure. Mais globalement, c'est très intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aucun média ne parle de ça. Non, c'est pas vrai, Philippe, ça a été traité. C'est complexe, mais ça a été traité. Ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Ça signifie que s'il n'y a plus de problème avec les centrales nucléaires, d'accord, on peut d'ici 15 ans, et si on mettait le paquet peut-être d'ici 7-8 ans, produire une énergie parfaitement propre pour l'ensemble de l'espèce humaine, et toutes les conneries avec les éoliennes, trucs et machin, faites un enfant de moins, faites ci, faites ça, ça sera de toute façon complètement obsolète. C'est ça la vraie piste. Mais ça jamais les gauchistes, mais on n'en a rien à foutre de changer le comportement s'il y a une alternative qui est bien supérieure, et la décroissance n'est pas une solution. C'est une des pistes. La décroissance, je vais céder la parole. n'est pas une solution. Je vais céder la parole à Arthur, Philippe. Mais effectivement, une des pistes qui est évoquée, c'est de dire finalement, ayons foi en l'homme, qui a toujours trouvé des solutions et qui va nous surprendre.
Mais parce que c'est pas en améliorant la bougie qu'on a trouvé l'ampoule, et donc on peut espérer. Mais, Arthur. Non, mais je suis d'accord avec François, c'est des solutions qui sont comportementales, parce qu'évidemment qu'on a trouvé des solutions. Vous êtes prêt à changer, mais évidemment, mais évidemment qu'on trouve des solutions techniques, mais quand on trouve des solutions techniques, ça crée un autre problème. À chaque fois qu'on essaie de rénover des choses, ça aussi crée des problèmes. C'est le principe. Mais ça, c'est le principe de la vie. À chaque fois qu'on règle un sujet, un autre apparaît. Revenons à Marc Aurèle. Quand on a des alertes comme ça. On dit que le principal problème, c'est le réchauffement climatique et de l'émission de CO2. L'émission de CO2, plus on continue en disant c'est pas grave, il y a autre chose, c'est pas prioritaire, on le stocke, il s'en va pas. Donc au bout d'un moment, si on se réveille en disant ah finalement les experts avaient raison ou en partie raison, on va se retrouver 100 siècles de plus avec des émissions de CO2. Donc on fait quoi? Il y a quand même un principe de précaution. Moi, ce qui m'amuse assez, c'est quand je vois des types de droite ou des types de gauche, les types de droite qui disent non mais ils nous emmerdent avec l'écologie et compagnie. Par contre, moi tout ce qui est recherche, modernité, développement progressif sur la vie humaine, ça m'emmerde. Et les mecs de gauche qui disent non mais c'est hyper important les vers de terre et nature. Par contre, la GP et la PMA ça me dérange pas. En fait, on peut penser un truc global en disant principe de précaution pour la nature, principe de précaution pour les humains. On n'est pas, on va arrêter de tout penser ou ne pas croire les études sous prétexte que c'est idéologique, sous prétexte que c'est gauchiste ou sous prétexte que c'est droitard, quoi. On peut juste dire que le réchauffement climatique c'est un fait, que ça a des conséquences. Après, est-ce qu'on croit ou pas on ne sait pas, mais principe de précaution, on fait gaffe et on voit comment on peut essayer d'améliorer, parce que tout le monde est d'accord pour dire que la surconsommation, c'est une saloperie. Voilà. Deux choses. Merci. Pour reprendre Philippe, ce sera le mot de conclusion. Deux choses. Pour dire sur ça. Je ne suis pas d'accord sur le fait que l'information sur le prix Nobel de physique au niveau du laser a été développée largement dans les médias. Si les médias n'étaient pas si inféodés à ces lobbies qui veulent absolument nous culpabiliser. Il y a eu un article dans le Monde au moins. Il y a eu un article dans le Monde, mais ça, normalement, ça aurait dû faire la une des journaux, la une des informations télévisées. Sauf que c'est des pistes. Donc et la deuxième chose très importante, si on veut parler d'un vrai sujet, c'est les consommations de plastique et les océans de plastique qu'on a dans le Nil. Et quand on compare avec l'argent qui va être déversé sur tous les régimes corrompus par les accords de Paris, de la COP 21, et si on utilise une partie de cet argent pour vraiment nettoyer les océans, qui est un vrai problème, parce que là, on l'a sous les yeux. On a sous les yeux des océans et des boissons qui sont d'être empoisonnés. Et bien, si ça, on s'en occupait réellement, alors peut-être qu'on pourrait aller plus loin. Mais là, occupons-nous des problèmes réels qu'on a aujourd'hui. On peut plus se baigner dans la Méditerranée à cause des méduses. Mais ça, c'est un vrai problème écologique. Pardon, j'y étais la semaine dernière, je me suis très bien baigné. C'est de pire en pire. Moi, j'adore la natation, la plongée, etc. C'est de pire en pire. Et c'est lié à la surpêche de certains pays. Les gros prédateurs, etc., l'absence de tortues. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est une véritable atteinte donc, à la diversité écologique. Mais vous vous marrez, mais c'est vrai. Non, on se marre pas. Moi, je me marre pas, je pense que c'est un sujet important. Non, mais c'est une véritable atteinte à notre bien-être. Aussi. Serge, c'est le mot de conclusion, c'est fini parce qu'on a dépassé d'1 minute. À tout de suite, c'était la fin de ce sujet. Merci beaucoup, messieurs. Alors, la 5e République, messieurs, a eu 60 ans. Si vous étiez des hommes bien, vous seriez découverts. Enfin, évidemment, vous n'avez pas de chapeau. Mais il n'empêche que dans cette grande année de célébration, la 5e République a 60 ans. La 5e République a tenu le choc. A affronté 68, a affronté la guerre d'Algérie, a résisté à la guerre d'Algérie, a résisté aux crises économiques, aux crises politiques, aux cohabitations. Est-ce que vous la célébrez, cette 5e République, finalement, pour sa solidité et sa flexibilité? C'est ce que disait le président de la République, qui par ailleurs trace des perspectives de réforme que je pourrais énumérer, mais entre autres la réduction du nombre de députés et de sénateurs, la suppression de la Cour de justice, une dose de proportionnelle. 17% en 2022, c'est-à-dire aux prochaines élections de députés. Voilà. Ok, alors moi je voudrais simplement dire, la retraite à 60 ans, ça n'est pas que pour les citoyens, ça pourrait être aussi pour la Constitution. Et il faut quand même dire une chose. Ça c'est drôle. Non, c'est pas mal. Okay. Pas mal. Mais pour dire une chose, cette Constitution n'a pas 60 ans, puisqu'elle a été retoquée, rebougée. 62. Non, mais elle a été dans tous les sens. Non, mais elle a bougé. Non, mais elle a bougé dans tous les sens. C'est comme une femme qui est liftée dans tous les sens. Alors, je vous dis, regardez, elle a 60 ans comme elle est belle. Mais enfin, on lui a fait un lifting de tous les côtés, on lui a tiré la peau, on lui a remonté les seins. Ça arrive aux hommes aussi. C'est ça la Constitution. Très bien. C'est joli comme comparaison. Okay. Ce que je veux simplement dire une chose, c'est que cette Constitution, cette Constitution, islamophobe, ça passe encore, mais sexiste. Cette Constitution a été retoquée dans tous les sens. On peut. C'est drôle. On peut imaginer avancer avant, mais il faut arrêter de se mentir et dire qu'elle a 60 ans.
Ok. Non, elle a 60 ans, mais elle a été liftée. Elle a été liftée. Elle a eu toutes les chirurgies esthétiques possibles. On lui a refait le nez, on lui a tout refait. Donc maintenant, on peut dire parce que si on veut s'amuser avec une vraie constitution, attendez, prenons moi sur les 60 ans. Non. Moi, je prends la constitution américaine, la constitution américaine qui a plus de 200 ans et qui a quelques amendements qui ont été posés au fil du temps. Et ça, c'est une vraie constitution qui tient. Quand on compare avec la constitution française. Permettez-moi de dire, et quand on voit aussi... C'est une jeunette, on vous l'accorde. Non, c'est une... Et surtout, quand on voit les dysfonctionnements au sommet de l'État, et on en a parlé avec les démissions de ministres et toutes ces choses-là, vous savez, il y a une chose que j'apprécie beaucoup dans le système américain, c'est que tous les ministres, tous les postes importants doivent être approuvés par le Congrès, par des votes au Sénat. Eh bien, ce genre de choses apporterait beaucoup de choses à la France. Oui, alors, ce qui veut dire, pardon, je viens vers vous, François, ce qui veut dire, Philippe, que vous êtes en fait partisan d'une évolution vers un régime présidentiel, où il n'y a plus le tampon du Premier ministre, Absolument. Et où il n'y a plus le droit de dissolution. Absolument. Donc vous voulez une 5e République qui en soit plutôt une 6e. Ou une 7e. Ou une 7e. Ok, François. Alors, moi, j'aimerais revenir à un article qui est sorti sur le Figaro Vox par Jean d'Orléans, que je trouve très intéressant sur l'idée de revenir à l'esprit initial de la 5e. Jean d'Orléans étant l'héritier côté Orléans, et dont on sait très bien que le grand-père, ancien comte de Paris, a beaucoup été en lien avec le général de Gaulle au moment de l'élaboration de la loi. Oui. Quand les réformes et l'esprit. Sur les réformes, il y a deux choses qui me gênent quand même, c'est... d'une part, la réduction du nombre de parlementaires et une pseudo-proportionnelle. Il faut savoir que tel que c'est fait, il y a eu là-dessus un article qui a été très intéressant, notamment c'est une bonne lecture, Jacques Julliard, sur l'analyse du fait que la proportionnelle, telle qu'elle est pratiquée, en gros, elle permet de mettre fin aux baronnies et de faire un réservoir où il y aurait reconduction systématique comme les sénateurs du Second Empire, etc. Dans les modifications, il y a également la non-reconduction des mandats. Et ensuite, il y a une question très pratique. J'aime bien cette formule, il faut que celui qui tienne le marteau soit aussi celui qui tienne le clou, mais c'est qu'un député, il passe de 100 000 à 300 000 personnes et concrètement, il ne peut plus suivre, il ne peut plus être en lien avec sa Pardon, vous citez le système américain, chaque sénateur en a beaucoup plus. Ça n'a rien à voir, un sénateur. Non, on parle des congressmen américains. Il y en a 400 pour 300. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Ils ont beaucoup plus de 300 000 électeurs. Bien sûr, non, ils n'ont pas loin d'un million. Ils ont pas loin d'un million de citoyens, pas d'électeurs. Restons sur le sujet principal. Deuxième chose, c'est le problème des amendements. Vous savez très bien que là, notamment, vous savez très bien qu'il y a dans les propositions rapport aux amendements que tout ce qui a été refusé en commission des lois ne sera pas reproposé en séance. Donc concrètement, c'est la mort de l'opposition et donc on fait de l'Assemblée une vraie chambre d'enregistrement. Et ça, c'est les deux problèmes clés. La décision, c'est de faire en sorte que les lois soient votées plus vite parce que le temps s'est accéléré et qu'entre le moment où une loi est débattue et le moment où elle est appliquée, il peut se passer des mois, voire des années, le temps que les décrets apparaissent. Et là-dessus, 3 réflexions de fond par rapport à l'anniversaire de la 6e République. C'est d'une part, pour moi, je suis plus proche de 58, c'est-à-dire je suis beaucoup plus proche d'un suffrage universel indirect et voir comment il est calibré parce qu'aujourd'hui, on voit le grand n'importe quoi auquel on est parvenu. C'est le temps de mon livre, Le Temps des chefs là-dessus, l'analyse des errements du suffrage universel direct quand il devient super émotionnel. La fin du septennat aussi a été une erreur monstrueuse pour la stabilité de l'État. Deuxième chose. La troisième chose, c'est le cœur du sujet pour moi, c'est que tôt ou tard, et c'est lié au suffrage universel indirect, c'est le problème du casting. C'est-à-dire qu'on peut faire de l'Assemblée une chambre d'enregistrement, mais si on a un président complètement aléatoire comme on a aujourd'hui, c'est un vrai danger. Et donc la question du casting présidentiel est absolument clé pour faire la suite. Enfin, dernière chose, dans l'esprit dont doit fonctionner pour moi un gouvernement, et là-dessus, je pense que la 5e peut y arriver, mais c'est lié au président, aux institutions intermédiaires, notamment au niveau local, si on est en suffrage universel indirect. Je m'impatiente, là. Réduire les lois, beaucoup plus que d'en faire indéfiniment. Le problème qu'on a aujourd'hui, on a trop de lois. Donc il faut arrêter de faire des lois. Ça n'a rien à voir avec la 5e République. Il faut au contraire une capacité à les réduire et à les Les numéros de République, on s'en fout. Il n'y a pas de constitution. En Angleterre, ça marche très bien depuis la Grande Charte, le 11e siècle, le 13e siècle, pardon. Donc, c'est pas le vrai sujet. Le vrai sujet, la vraie réforme fondamentale dans le mode de fonctionnement institutionnel aujourd'hui, et ça, on n'a que des faux semblants, on ne le fera pas, c'est de mettre fin au statut, au régime des élus à vie. Bon, c'est dans le non-cumul des mandats et l'arrêt de... Le non-cumul des mandats tel qu'il est prévu, ça ne permettra pas, mais les gens, ils vont être députés, ensuite ils deviendront sénateurs, puis maire de grande ville, ça sera du Gérard Collomb partout. Il ne faut pas que pour les fonctions électives qui permettent de vivre,
D'accord ? Un individu puisse passer plus de 15 ans dans sa vie à faire ça. Et là, on aura un vrai ressourcement démocratique. Parce que ce que les Français attendent, ils en ont marre de la classe politique. Et d'ailleurs, Macron a été élu aussi en partie grâce à ça. Il a surfé sur ce ras-le-bol. Et donc, c'est lié au fait que le niveau moyen des élus aujourd'hui n'est pas supérieur au niveau moyen de la population, ce qui n'était pas le cas au 19e ou au 18e siècle, où il y avait une masse d'analphabètes et des élus qui au moins étaient instituteurs. Voilà. La formation. Et donc, même ou le niveau de culture, de connaissance du monde, d'imprégnation dans le monde. Donc de toute façon, il faut un vrai régime plus démocratique et ça passe par la fin de l'élu à vie. Et la classe politique fera tout pour éviter ça. Et si on n'y parvient pas, il y aura des soubresauts révolutionnaires. Donc vous faites une suggestion à Emmanuel Macron pour je ne fais aucune dans la réforme future. Je fais une suggestion à Emmanuel Macron, démissionne Manu. Oui. Ensuite, j'en ferai aucune autre. C'est un peu plus. Une suggestion à la France. Tu m'appelles pas Manu, tu m'appelles président de la République. Mais tu me rends une photo avec moi. Voilà. Bon, s'il ne veut pas démissionner, peu importe. Mais c'est un épiphénomène, Macron. Il est dans l'épaisseur du trait. Bon, de toute façon, il est là pour ne rien faire aucun président de la République n'a été réélu depuis la réforme du quinquennat. Il n'est pas là pour faire des choses fondamentales. Ce qui est fondamental, c'est un jour d'aller vers une nouvelle forme de démocratie directe qui passe par le fait qu'on ne puisse plus vivre toute sa vie de politique. Parce qu'il y en a marre des gens qui n'ont pas une expérience dans le privé. Il y en a marre des gens qui n'ont pas d'expérience professionnelle réelle et qui ne connaissent pas. Alors ça, c'est pas de la démago, c'est pas du populisme, qui ne connaissent pas la vie, qui connaissent pas. Vous la célébrez ou pas, Serge, cette 5e République? Vous lui rendez hommage? Vous trouvez qu'elle a servi à quelque chose? J'attends encore peu de temps pour célébrer mon 60e anniversaire et je vous permettrai de célébrer celui-là et pas un autre. D'accord, très bien. Arthur, vous êtes désespéré par là. Je vous vois un peu abattu là. Non, pas du tout. C'est que la 5e m'intéresse pas du tout. Ça vous intéresse pas? La 5e République m'intéresse pas parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure très bien, c'est une constitution qui change tout le temps. C'est pas une constitution déjà. Dans les griefs que j'ajouterais de Françoise, il y a 74 quand on étend le pouvoir de la saisine du Conseil constitutionnel en créant la République des juges. Donc on voit quand même que là, elle a tellement été flinguée et reliftée de tous les côtés qu'au final, c'est plus vraiment la 5e. Et après, le problème de la 5e, c'est que c'est un régime qui a été créé par De Gaulle pour De Gaulle et qu'on voit depuis que en fait le fauteuil est beaucoup trop grand pour tous les autres et je suis pas gaulliste donc il y a un problème là-dessus. Mais moi, ce qui me dérange, c'est pas je veux pas réformer la 5e, en fait je veux qu'on change de régime. On est dans un régime qui est ultra jacobin. Donc le principe, comme disait Serge tout à l'heure, c'est les gens sont pas au niveau, mais parce qu'on leur donne trop de responsabilités. Comment un type à Paris peut juger ce qui va se passer à Maubeuge? Moi, je veux que le type à Maubeuge ait plus de pouvoir que le député à Paris, parce qu'il sait mieux ce qui se passe dans sa ville, dans sa ville, dans son village. On dit que l'un des hommes les plus puissants de France, c'est le maire de son village. Hein. Donc, je sais pas si c'est le vrai en France, mais en tout cas, c'est vrai en Suisse. Le maire du canton a plus de pouvoir que le ministère de l'Intérieur suisse. Et ça me paraît plus logique, parce qu'on demande trop, quoi. Le problème, c'est de ce jacobinisme, c'est que ça entretient l'idéologie. Donc nous, on essaie de lutter contre l'idéologie, et en même temps, on veut renforcer le jacobinisme. Mais ça se nourrit, quoi. C'est les deux faces de la même monnaie. Donc votre suggestion, c'est un renforcement de la décentralisation? Il faut décentraliser, il faut plus de subsidiarité. Être plus montagnard que jacobin, c'est ça? Beaucoup plus, ouais. Mais je vois pas au nom de quoi, j'attends toujours la preuve qu'on m'explique qu'un type à Paris va savoir ce qui est bon ou pas bon dans le sud de la France. Le problème, c'est que moi, je suis d'accord avec ça. Parce qu'il y a un aménagement du territoire, parce qu'il y a une homogénéité de la République. L'aménagement du territoire est découpé selon l'intérêt politique du gouvernement en place. Quand ils ont fait les départements, quand ils ont fait découper les régions, c'est un intérêt politique. C'est à chaque fois des modifications à la marge. Pas sur les régions. Non, mais il y a aussi beaucoup de corruption. Le problème de la décentralisation, c'est que ça amène encore beaucoup de corruption au niveau local. Et on a pu le voir dans de nombreux endroits. Bien sûr. Je pense. C'est un vrai souci. De toute façon, je pense que. Donc il n'y a pas de système parfait. Il y a des corruptions au sommet de l'État. Oui, mais il y a des corruptions au sommet de l'État. C'est plus visible. Vous allez à Maubeuge, la corruption sera plus visible et les types auront les mains pour soit le changer, soit régler le problème. Là, quand vous avez des types corrompus au sommet de l'État, vous voulez faire quoi? Vous pouvez rien faire. On se insulte, on prend des procès. Vous ne célébrez pas la 5e parce qu'elle vous indiffère. Il n'empêche que c'est quand même un système qui a permis une relative stabilité. Quand on regarde d'autres pays, quand on regarde par rapport à l'Italie, par exemple, où les gouvernements se sont succédés et où finalement il y a l'Italie, on est dans un truc qui est très régionaliste. On est vraiment dans un système complètement différent. Prenons l'exemple italien. L'italien, finalement, c'est l'exemple d'un pays qui a réussi à se débarrasser de sa classe politique quand elle est nulle et corrompue à plusieurs reprises maintenant de ces 30 dernières années. Bon, et c'est encore sous nos yeux ce qui se passe. Oui, il a été finalement, ils ont réussi à s'en débarrasser.
débarrasser. Et là, il y a un système politique avec Salvini qui répond quand même à l'enjeu du problème de l'islam de manière beaucoup plus pertinente. Oui, mais avec une alliance au pouvoir qui est mais sauf que ça fonctionne. C'est eux qui finalement sont leaders aujourd'hui en matière migratoire en Europe. C'est un des sujets numéro 1. Donc la 5e République, c'est un truc assez plastique. Ça, tant mieux, c'est ce qui permet sa survie. Mais en même temps, c'est vrai que aujourd'hui, il y a tellement de pouvoir qui est concentré au sommet de l'État que face à l'énormité des enjeux, si on n'a pas affaire à des gens qui ont l'envergure d'un De Gaulle au minimum, on n'est pas capable de prendre des décisions radicales. Ça, c'est le fauteuil trop grand. Non, mais oui, c'est trop grand. Et c'est pour ça que là, je ne rejoins pas tout à fait ce que dit Arthur. C'est-à-dire qu'on est face à la décentralisation, c'est bien, si on n'a pas des périls majeurs et mortels comme on les vit aujourd'hui et comme on les verra de plus en plus dans les 10 ou 20 ans qui viennent. Je ne veux pas revenir et sombre obsessionnel, mais c'est vrai qu'on a un problème de communautarisme exacerbé. C'est vrai qu'on a une fragilité du système financier fondamentale parce qu'on ne survit depuis 10 ans que par la création monétaire de la Banque Centrale Européenne. Et l'hyperdette qui a jamais... Mais en quoi la décentralisation va empirer ou ne va pas régler le problème du islamisme? Mais parce que regardons en Suisse, quand ils ont voté pour les minarets, les mecs ont dit non. Pour renégocier, certes, mais pour renégocier les conditions d'insertion de la France dans l'Union européenne, si tant est que l'Union européenne survive, ça va pas se faire avec le maire de Maubeuge. Bon, mais c'est le maire de Maubeuge qui va décider de ce qui se passe pour lui. S'il dit je veux pas d'immigrés, je veux pas de minarets, je veux pas de... Voilà, ça veut dire l'indépendance de Maubeuge et la sortie de Maubeuge. C'est pas l'indépendance, c'est que c'est mieux ce qui se passe chez lui. Le Maubeuge excite. Non, sur certains points, il peut y avoir effectivement des compétences. Le Maubeuge excite. Marc Aurèle et le Maubeuge excite. Vous voyez vers où on va. C'est le grand écart. Très forte cette émission. Très forte cette émission. Allez, on va céder la parole à François. François. Sans chercher à faire la synthèse, je pense qu'il y a deux niveaux en fait. François Hollande. Ça, c'est François Hollande et la synthèse. Ça risque pas. C'est François Hollande quand même. C'est le François Hollande de l'émission. Allez, François. Sortez. Dehors. Je vous demande de vous arrêter. Dehors, santé. Je vous demande de vous arrêter. Ça se réglera dans les... Je vois pas le casque. Ouais, c'est ça. Je vois pas besoin de casque pour y aller au point. François, d'ailleurs, ce sera le dernier mot. Au point direct. C'est vous qui allez, c'est important. Il y a deux niveaux, c'est-à-dire qu'il y a l'expression populaire et après il y a les niveaux d'action. L'expression populaire, là je rejoins Arthur, c'est-à-dire que plus on est proche, et je reviens à mon marteau et mon clou, et plus c'est pertinent parce que les gens s'expriment démocratiquement au bon endroit. Et il y a un certain nombre de sujets qui doivent rester à ce niveau-là local parce que c'est là que les gens sont concernés et impliqués. Après il y a aussi un endroit... Ça c'est le côté Arthur. Voilà, après il y a un endroit où il y a des choses qui doivent être coordonnées au niveau national. Et là... C'est le côté Federbush. Et pour moi, mes réflexions devraient être au gouvernement. Voilà, c'est pour ça, pour moi, il y a plusieurs réflexions. Il y a une nation française qui est une réalité et qu'il faut respecter parce que justement, c'est un peu ce qui fait la France par rapport à l'Italie et autres, c'est qu'on a une vieille nation, une vieille patrie et que c'est les Italiens, un niveau clé. Ils datent pas d'aujourd'hui. Garibaldi, c'était des cités-États. Il y avait déjà, ils ont réunifié une Italie qui existait. C'était des cités-États, les Allemands pareil, etc. Mais bon. On est un peuple monarchique, il ne faut pas l'oublier. Le problème, c'est qu'encore une fois, c'est ce vers quoi on a voulu aller. Une constitution, pour moi, elle ne vaut pas en soi, elle vaut la manière dont elle est appliquée. De Gaulle, je rejoins aussi Arthur là-dessus, mais avec cette précision que De Gaulle a été le premier meurtrier de la Ve République. Pourquoi ? Parce qu'il a manqué de discernement, il était têtu sur ses idées, ce qui fait qu'en fait, il a marché au moment clé de sa vie quand les contextes s'alignaient sur sa pensée, en 40 et dans les années 60 sur l'indépendance de la France, mais à chaque fois qu'il y a eu des bousculements sévères, en 46 avec l'arrivée des communistes, avec la guerre d'Algérie, avec 68, il n'a pas su faire ce discernement qui repositionnait son dispositif sur les enjeux clés pour les conduire. Moralité, il a créé un système de référendum qui disait tant qu'il y a une majorité qui pense comme moi, c'est bon, j'ai raison, même si je fais un discernement. Sauf que le référendum, c'est la votation dont parle Federbush. Donc il a fait une logique aussi le voir comme ça. Émotionnelle, là où moi, j'aimerais finir là-dessus parce que c'est ce que je pense on ne voit de moins en moins. Il y a 30 secondes, donc il va falloir que ça aille vite. Et c'est mon métier là-dessus d'accompagner les chefs. Là-dedans, je vois beaucoup d'idées super, notamment dans les startups qui se traduisent jamais dans les faits, qui volent en éclats parce qu'une idée seule, ça marche pas. C'est une conduite, c'est-à-dire qu'en fait, j'aimerais qu'on produise moins de lois et qu'il y ait plus d'intelligence au sommet de l'État. Et du temps de la monarchie, tout était autour du Conseil du roi et sur la manière dont on prenait les bonnes décisions, étape après étape, pour coller les mauvaises au bord du terrain. Oui, mais enfin, dans l'ensemble, sur 800 ans de traces capétiennes, je pense que c'était plutôt pas mal. Et qu'on soit dans cette intelligence de l'action, de la manière dont on conduit les choses. On prend le terrorisme aujourd'hui, il faut arrêter de faire des lois, il faut concrètement faire les choses, il faut aller chatouiller la justice. Et tant qu'on n'aura pas mis d'équerre la justice, ça sert à rien. On peut faire toutes les lois du monde et mettre en place tous les dispositifs policiers. Je connais bien le sujet pour former les commissaires sur les sujets clés de discernement. Si on ne met pas une justice opérante, et moi je suis candidat à la mairie de Paris. Eh bien, mes amis, nous sommes passés de la 5e à un appel à une monarchie soft par François Bert. Je suis certain que nous reviendrons là-dessus.
Messieurs, merci pour votre participation. Merci. Arthur, j'espère que nous vous reverrons. Avec plaisir. Parce que vous avez vraiment apporté un son dissonant dans cette émission. J'ai beaucoup apprécié. Merci à vous. Vous les autres, vous étiez bien aussi, hein, à part Carsenti qui a dû sortir pour indiscipline caractérisée. Et nous nous retrouvons dans 15 jours. À bientôt. Et là, nous aurons un gouvernement. Ou pas. Si Dieu veut. Dans 15 jours. Si le roi veut. C'est ça. Au revoir.